toujours à Metz, en direct sur la Web TV. Là, je vous propose d'apprendre autrement et pour mieux comprendre les enjeux autour de cette table, trois hommes. Azim Roussanali, bonjour, vous êtes maître de conférence, chargé de mission pour les MOOC de l'Université de Lorraine. Je vous invite à prendre votre micro. Bonjour. Ça consiste en quoi, en deux mots, les MOOC? Les MOOC, en fait, c'est un terme qui nous vient des États-Unis, qui se traduirait en CLOM en français, qui signifierait cours en ligne ou ouvert et massif. On trouve aussi le terme de formation en ligne ouverte à tous. Donc voilà comment on pourrait traduire. C'est des cours en ligne. Voilà, c'est des cours en ligne et qui se caractérisent par le fait que c'est de la formation à distance, c'est gratuit, donc c'est quelque chose qui est très important dans les MOOC. C'est encadré par des enseignants, ça utilise une pédagogie qui tire parti du numérique, que ce soit de la vidéo, que ce soit du multimédia, des quiz, mais également des réseaux sociaux comme le tutorat, le forum, le travail collaboratif, l'évaluation par les pairs. Ce sont des éléments et la liste est vraiment ouverte. Et le dernier point, c'est que c'est organisé autour de plateformes qui rassemblent des centaines de milliers, une communauté de centaines de milliers d'apprenants. Voilà ce qui le caractérise véritablement. Très bien, merci. Deux mots chez un professeur, c'est quand même assez long. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. À côté de vous, Vincent Boli, vous êtes professeur dans une école d'ingénieurs. Vous êtes un peu notre spécialiste en matière d'innovation. C'est dans le thème aujourd'hui. Oui, en fait, on a eu beaucoup de chance parce qu'avec une petite équipe, il y a 22 ans, on s'est dit que faire de l'innovation, c'est un métier en soi, avec des méthodologies spécifiques, des techniques spécifiques. Et donc, on a lancé une école d'ingénieurs au sein de l'UL. Et on a eu beaucoup de bonheur et de chance parce qu'aujourd'hui, l'innovation est au cœur de l'économie. Donc, voilà. Et les MOOC, pour vous, ça veut dire quoi? Alors, les MOOC, c'est très important. Ça fait partie de la panoplie aujourd'hui indispensable pour se former, en particulier dans notre domaine à l'innovation. C'est totalement indispensable parce que les MOOC permettent un travail à distance, une certaine autonomie, d'être aussi avoir un caractère de spécialité, d'être à son propre rythme. Et tout ça, c'est très proche de l'innovation où, en fait, on va demander aux jeunes d'apprendre quelque chose de nouveau pour pouvoir le transférer sur un nouveau produit. Donc les MOOC, la distance, etc. sont au cœur de la vie de l'étudiant, de sa future vie professionnelle. Donc les MOOC sont très adaptés, on les utilise. Merci beaucoup. Dernier intervenant, non pas des moindres, Pascal Faure, vous êtes délégué académique numérique au rectorat. Alors pour vous, les MOOC aussi, ça commence à prendre une place importante? Ce qui commence à prendre un peu de place, c'est pas tellement les MOOC, c'est la formation à distance. Et pour les enseignants, pas pour les élèves. On est dans l'enseignement secondaire et primaire encore sur une relation enseignant-élève, on va dire traditionnelle, malgré l'apparition d'outils qui vont entraîner de l'innovation, notamment les tablettes. Par contre, la formation à distance, on commence à l'utiliser depuis quelques années pour les enseignants. Le numérique a vraiment bouleversé la façon d'apprendre? Le numérique provoque une métamorphose de l'enseignement. Ce n'est pas un bouleversement brutal, c'est une métamorphose dans le temps qui s'étale depuis l'arrivée d'Internet, donc la fin du siècle dernier, et qui va encore nous occuper pendant une bonne dizaine d'années. Alors, on revient sur le sujet des MOOC. C'est un peu la révolution de ces dernières années. Alors, on a vu un petit peu comment ça fonctionnait. Quelle est l'offre disponible actuellement ? Oui, aujourd'hui, on va dire, on peut voir l'offre à deux niveaux. Au niveau international. Donc aujourd'hui, on va trouver des grandes plateformes aux États-Unis comme la plateforme Coursera, où on va retrouver à peu près 3 millions d'utilisateurs, 340 cours. Disons, l'offre américaine sur les trois grandes plateformes, on doit avoir à peu près 700 cours de cet ordre-là. Justement, France, avec les Américains, est-ce qu'on peut rivaliser avec eux concernant ces cours en ligne universitaires ? Nous avons l'avantage de la francophonie. Donc les Américains ne font pas des MOOC francophones encore aujourd'hui. Donc ce public-là, c'est à nous de le capter au niveau de la francophonie. En France, on a créé ce qu'on appelle le MOOC Fun, France Université Numérique, qui est aussi une plateforme qui est l'équivalent de la plateforme américaine, qui est un peu plus modeste. Il y a une centaine de cours aujourd'hui qui sont disponibles. Donc l'offre aujourd'hui, c'est de l'ordre d'une centaine de cours. Et il y a à peu près, ça fait 2 ans que ça fonctionne, donc c'est quand même un phénomène assez récent. Et il y a à peu près plus de 800 000 inscrits déjà
sur ces MOOC. Quels sont les bénéfices pour les utilisateurs de ces MOOC ? Alors le profil, l'intérêt, enfin la motivation que moi je vois, en tout cas dans le cadre de ce Apprendre autrement, c'est d'une part la formation continue, quelqu'un qui veut mettre à niveau sa formation. Ça peut être aussi dans le cadre d'une reconversion. Les enquêtes ont montré que des gens qui suivaient des MOOC avaient comme projet de la reconversion. Ça peut être aussi dans le cadre de connaissances transversales, ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire comment créer une entreprise, comment gérer un projet, comment maîtriser l'informatique, c'est ce genre de choses-là. Un employé va pouvoir retrouver des réponses dans ces MOOC, des reprises d'études, des gens qui veulent une pédagogie différente parce que la pédagogie classique ne s'adapte pas à leurs habitudes. Et puis il y a aussi une grosse population, je vais vous parler de francophonie, des pays étrangers qui vont venir suivre également ces MOOC. Donc voilà les clients de ces MOOC. En nombre de MOOC, je crois que le gouvernement a certaines exigences à moyen et long terme. Oui, le gouvernement a financé pendant ces 2 premières années la plateforme. Aujourd'hui, il y a le problème de l'autonomie des universités. Donc les universités se sont organisées sous la forme d'un groupement d'intérêt public qui va gérer cette plateforme aujourd'hui. Et le gouvernement va, en tout cas, subventionne. Donc il y a un projet, dans le cadre des projets IDEFI numériques, il y a un projet donc pour maintenir cette plateforme pendant 5 ans qui a été décidé. Donc c'est acté aujourd'hui. Vincent, est-ce que la qualité de ces MOOC est importante ? Oui, la qualité des MOOC est très très importante parce qu'en fait le MOOC, en tout cas dans les utilisations qu'on fait nous, permettent de travailler à la fois avec des étudiants et à la fois avec des entreprises. C'est-à-dire que beaucoup de nos cours en fait sont conjoints pour des étudiants et des cadres d'entreprise ou des dirigeants de PME. Et du coup, la qualité du MOOC est essentielle parce qu'il faut tout à la fois qu'il soit très, très clair, très pédagogique, mais aussi qu'on rentre dans un contenu qui est techniquement très, très pointu, c'est-à-dire qu'on ne fasse pas que de la sensibilisation. Donc, on passe par des professionnels parce que nous, on est capable de définir le contenu des MOOC, mais ce sont des professionnels qui nous aident sur ce côté pédagogique. Et puis, la forme aussi compte beaucoup. Le fait que ça soit fun, il faut qu'un MOOC ça soit intéressant. Vous savez, quand vous êtes étudiant, que vous avez suivi des cours, vous avez fait des TD, et puis ensuite quand vous êtes industriel et puis que vous avez travaillé toute la journée, si vous faites refaire un peu plus, ok, mais il faut que ça soit vraiment intéressant et captivant. Donc la qualité et l'intérêt du MOOC est là. Alors Pascal Faure, moi j'ai une question pour vous. Est-ce que c'est la fin du livre scolaire comme on le connaît aujourd'hui ? Le livre scolaire, c'est un mythe. Et il est clair que le numérique bouleverse complètement l'usage du papier dans l'enseignement. Et donc aujourd'hui, on s'oriente. Alors ça va être intéressant en septembre prochain quand on va avoir les nouveaux programmes. Donc tous les éditeurs sont en train de travailler sur de nouvelles formes de manuels avec des plateformes en ligne. Et puis on a aussi un travail sur la forme du manuel qui va devenir plus sur une sorte de grand sac de granules. Un granule étant un bout de vidéo, étant une animation, étant un morceau de jeu sérieux que chaque enseignant pourra assembler les unes aux autres pour faire en fait son propre manuel numérique qu'il pourra diffuser auprès de ses élèves via un environnement numérique de travail. Vous parliez de jeux sérieux, c'est les serious games en anglais. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est un jeu de rôle, une manière un peu ludique d'apprendre ? C'est une façon de scénariser de façon ludique des apprentissages. Alors on en a dans tous les niveaux, de l'école maternelle jusqu'à l'université, sur des sujets très variés. Dans les séries industrielles, par exemple, pour simuler l'utilisation de matériel. On en a dans tous les sens. Alors ça se développe. Ça se développe d'autant plus qu'il y a un marché pour faire vivre les entreprises qui le font sur des secteurs industriels ou tertiaires. Sur l'enseignement général, le modèle économique est faible à ce niveau-là. Et donc il y aura toujours des places pour les écoles si tout devient virtuel demain vous existerez encore, vous les professeurs, comme on les connaît, en chair et en os, c'est pas que sur des écrans. Oui, on existera toujours parce qu'on est très créatifs. Non, mais le numérique pour nous, c'est formidable. Je vais vous donner un exemple. D'habitude, on donne un ouvrage, un livre aux étudiants, ils l'apprennent, ensuite ils font une petite application et ensuite, parfois ils font ensuite un projet industriel. On est capable de renverser les choses et de rendre les choses beaucoup plus captivantes. Si vous donnez aux étudiants déjà un projet à faire, ils vont se confronter à la réalité, rencontrer des entreprises, chercher leurs propres infos, et c'est à la sortie que vous leur demandez de réécrire eux-mêmes
l'ouvrage technique fort de leur expérience. Donc c'est eux qui, par un wiki, par un système numérique, vont réécrire l'ouvrage qu'ils auraient dû lire en préalable. Et donc à la sortie, comme ils ont formulé eux-mêmes le travail, ils sont beaucoup plus compétents. Donc oui, on aura toujours ce rôle d'enseignant, d'encadrant, mais de manière totalement différente. Ouais. On l'a compris, les MOOC, c'est merveilleux, c'est génialissime. Mais moi, je pense qu'il peut y avoir quand même quelques pièges. Est-ce qu'on ne peut pas tomber dans une sorte de standardisation ? Oui, ça fait partie des inquiétudes aujourd'hui des observateurs de ces MOOC. Je ne vous cache pas que ça fait partie des controverses aujourd'hui qui existent sur les MOOC. Aujourd'hui, par exemple, dans les pays comme l'Inde, où on reproche aux Américains d'imposer leurs standards pédagogiques. Donc, la question est sur la table aujourd'hui et on essaie de trouver des solutions par rapport à ça. C'est aux professeurs de faire en sorte qu'on ne tombe pas dans cette standardisation ? Il faut absolument qu'on comprenne que nos jeunes sont versatiles, changeants, etc. Donc de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut proposer des façons d'apprendre totalement différentes. Donc la diversité est là. Et puis un autre point important, alors en tout cas quand on parle de l'économie de demain et de l'innovation, c'est qu'il faut bien comprendre que c'est très simple. Un jeune qui va devoir faire quelque chose de nouveau, ça veut dire qu'il va falloir quelque chose qu'il ne sait pas faire au départ. Donc il va falloir qu'il apprenne tout en concevant. Et donc il va bien falloir aussi qu'on ait des techniques d'auto-apprentissage. Et donc les MOOC en font partie, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc c'est une diversité. C'est notre rôle d'enseignant de proposer les choses. Et je pense qu'au plus tôt, on doit le faire auprès des jeunes. Pour revenir sur la présence des enseignants virtuels ou pas, il ne faut pas perdre de vue que les pratiques pédagogiques, c'est avant tout des relations humaines entre un enseignant et des élèves. Et on voit mal, pour l'instant encore aujourd'hui, pourquoi pas des robots le faire, mais il n'y aura pas cette relation humaine. Mais ça a changé forcément la manière d'enseigner. Ça change la manière d'enseigner parce que ça donne accès à une multitude de services et de ressources que les enseignants n'avaient pas forcément au départ. Ça donne accès aussi à une qualité des documents qui n'existait pas. Enfin, vous regardez les polycopiés à l'alcool qui étaient faits à la main il y a pas si longtemps, au fin du siècle dernier, qui sont remplacés aujourd'hui par des documents dactylographiés ou encore mieux de la vidéo ou de l'audio. C'est quand même une vraie révolution, ça. Est-ce que vous êtes confronté aussi à un changement au niveau des élèves qui viennent écouter le professeur, mais plus comme avant ? Maintenant, vous êtes face à peut-être des centaines de je sais tout qui aujourd'hui ont accès très facilement aux informations sur Internet et qui vous disent, en gros, pourquoi est-ce que je viendrais à votre cours, moi qui sais tout ? Oui, moi ça m'arrive. Dès que j'annonce une donnée ou quelque chose comme ça, tout le monde va vérifier directement sur le net en direct. Et si je me trompe, on me reprend. Donc c'est vraiment du vécu. Pour revenir à cette histoire de transformation, et c'est lié à la question, aujourd'hui, les enseignants, en tout cas dans le supérieur, ont pris conscience qu'ils ne vont pas enseigner, ils ne vont pas remplacer leur poly par des livres. La transformation ne se trouve pas là. Ils ont à reconsidérer leur approche pédagogique. Le temps qu'ils passent devant leurs étudiants, ce n'est plus de la transmission de connaissances, hein, c'est vraiment de l'apprentissage. Et donc, il existe des pédagogies aujourd'hui qui émergent et qui nous permettent, qui sont, on va dire, un peu cristallisées par le numérique, qui sont, donc on en a parlé tout à l'heure, des formes de pédagogie active, des formes de pédagogie, des classes inversées, hein, c'est le terme aujourd'hui est utilisé. Donc la connaissance est préalablement acquise et c'est la discussion avec l'étudiant qui est mis en avant au moment des temps de présence de l'enseignant. C'est une bonne façon d'apprendre autrement. C'est une façon, il y a les évolutions aujourd'hui, c'est aussi développer une pédagogie collaborative. C'est-à-dire avec des outils numériques, de s'arranger pour que les jeunes puissent construire à plusieurs, à partir d'une plateforme, un document ou exploiter une vidéo. Donc on a une diversification pédagogique que le numérique amplifie. Alors vous êtes spécialiste de l'innovation, le professeur doit toujours innover. Alors ça, c'est un point important. Hein. À l'ENSGSI, on a réuni régulièrement tous les enseignants et on fait nous-mêmes des séances de créativité. On fait des séances où on observe les besoins des industriels. On va travailler avec des entreprises et on essaye de faire remonter des éléments. Et dernièrement, on vient de sortir une nouvelle liste de 35 compétences
pour innover. Et donc ensuite, tous les cours sont organisés de manière à développer ces compétences chez les étudiants. Ouais. Donc oui, on innove. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on fait donc par exemple des prototypes de nos cours que l'on teste auprès des étudiants. Donc toutes ces démarches autour de l'innovation, on les applique à nous-mêmes. Ce qui nous a permis, par exemple, d'être les premiers à lancer un Fab Lab, un Fab Living Lab, etc. Expliquez-nous le Fab Lab. Un Fab Lab, c'est, en quelques mots, c'est un concept qui vient des États-Unis et du MIT et qui consiste à avoir des ateliers qui permettent de fabriquer très vite. Donc dans notre pédagogie, c'est très important parce qu'on demande à nos étudiants de proposer des idées, formuler des solutions techniques et ils peuvent les tester très vite auprès des usagers. Donc on a développé un Fab Lab, on a développé aussi ce qu'on appelle un Living Lab, qui est un espace où on peut recréer l'utilisation d'un produit par des différentes personnes et les étudiants apprennent à se servir de ce type d'installation. Donc pour être en avance sur la technique, sur leur métier d'innovateur, on est obligé, nous, d'innover de notre côté, oui, bien sûr. Donc on parle souvent d'innovation, mais on est quand même content de nos élèves. Je veux dire, on a plutôt été bien instruits. C'est encore toujours le cas, non ? Oui, l'innovation actuellement au niveau de l'enseignement secondaire, c'est la tablette. L'objectif aujourd'hui, c'est dans l'académie, c'est 11 collèges, on va prêter une tablette à l'ensemble des élèves de 5e. Et ces tablettes qu'on va leur prêter, ils vont les emmener chez eux. Et quand ils vont arriver en cours, ils pourront l'utiliser. Et donc toute la difficulté là, c'est d'arriver à surmonter toutes les difficultés intellectuelles ou techniques qui vont permettre d'utiliser ces tablettes de manière confortable dans les salles de classe. Tout est une question de financement. Pas que de financement. Actuellement, on a des débats importants, savoir si la tablette, comment dire, si vous voulez, c'est une marche d'escalier. Et le dernier centimètre de la marche, c'est le fait que la tablette aille chez l'élève. Et il y a un certain nombre de gens qui disent ça va trop loin. Donc là, si on veut aller dans une innovation pédagogique et l'utiliser, il faut qu'on surmonte ce centimètre, qu'on puisse le faire, qu'on puisse montrer que ça a un intérêt, que l'élève... C'est pas déjà fait dans d'autres pays ? Non, dans d'autres pays, oui, c'est fait dans d'autres pays, mais dans d'autres conditions. Nous, on va essayer quand même de le faire au niveau national, dans un certain nombre de collèges, pour voir comment ça peut progresser. C'est en fait aussi, c'est la difficulté, c'est que l'élève, il a parfois déjà une tablette ou un smartphone, on lui en fournit un autre. Donc, est-ce qu'il va faire la différence entre un outil personnel ou un outil scolaire ? S'il différencie trop les deux, l'outil scolaire restera dans le cartable. Donc, on est sur un équilibre entre les deux. Donc voilà, on en saura plus dans un an. Et est-ce que les plus jeunes savent faire la différence entre le jeu et l'apprentissage quand on passe sur du numérique ? Ils savent utiliser tous ces outils numériques d'une certaine façon. Ils ont par contre c'est souvent le jeu. Oui, mais par contre d'une façon souvent très automatique et ils n'ont pas de recul par rapport à l'usage de ces outils et il faut que nous on forme les enseignants pour qu'ils leur apportent ce recul. On a une difficulté aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Comment travailler avec des réseaux sociaux dans un contexte où légalement on n'a pas le droit de créer des comptes d'élèves mineurs sur des serveurs qui sont aux États-Unis par exemple. On est actuellement dans une période qui est intéressante parce qu'on a plein d'outils à notre disposition et il faut qu'on fasse le tri là-dedans pour voir qu'est-ce qui pourra apporter une plus-value pédagogique. Alors, apprendre autrement, il y a un avenir ? Bien C'est entendu. lequel, Azim ? Bien entendu. Pour en revenir au MOOC, mais d'une manière générale, tout l'enseignement qui tourne autour du numérique aujourd'hui, ça offre une opportunité innovante à ce qu'on appelle la formation tout au long de la vie. Aujourd'hui, grâce à la flexibilité que ça offre, dans la mesure où ça réduit l'espace et le temps. Donc aujourd'hui, un salarié va pouvoir suivre facilement des cours qui viennent des universités, mais tout aussi bien un étudiant salarié. Il faut savoir que le taux d'étudiants salariés aujourd'hui chez nous, il est vraiment très très élevé. On fait des études en même temps qu'on travaille. Donc cette flexibilité temporelle et spatiale, j'accède à mes cours de n'importe quel endroit et je le prends, je peux travailler le soir ou le week-end si c'est ça ma disponibilité. Ces nouvelles opportunités, c'est vraiment quelque chose qui est un vrai atout pour la formation tout au long de la vie. Le MOOC français peut devenir un MOOC multilingue ? Bien entendu. On y travaille. Aujourd'hui,
même pour aller au-delà de votre question, on parle d'accessibilité. Donc les MOOC sont sous-titrés, vous avez des éléments qui accompagnent le MOOC. Donc aujourd'hui, on peut prendre un MOOC qui a été fait par un collègue américain et le ramener en français, il n'y a aucun problème avec les sous-titrages. Et dans l'autre sens également, on travaille dans le cadre de l'Université Grande Région à cette opportunité avec les Allemands. Le professeur de demain, vous le voyez comment ? Comme moi. Non, pour pas plaisanter, je pense que ça doit être quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui se remet en cause. Ça, c'est très très important. Pourquoi ? Parce que quand vous donnez une tablette à un élève, il a accès à de l'information et il croit, en tout cas, qu'il va avoir tout de suite la possibilité d'accéder à des ressources très importantes. Et c'est faux. Il faut qu'il aille chercher plus loin. Donc il faut qu'on apprenne aux jeunes à aller chercher la vraie information, l'information complexe. Autre part aussi, je pense qu'il faut que l'enseignant donne goût aux choses. On a beaucoup de jeunes qui se détournent un tout petit peu de la science, par exemple. Eh bien, grâce à des enseignements différents et des outils numériques, on peut redonner aux jeunes le goût de la science et leur montrer à quoi sert la science, que la science permet de faire du développement durable, des choses très très belles. Et donc, du coup, grâce à ces outils et grâce à notre réflexion, on peut faire des choses intéressantes. Oui, je voudrais ajouter quelque chose par rapport aux professeurs de demain. Pour moi, le métier d'enseignant va évoluer et je vais utiliser le paradigme du dégroupage du métier, c'est-à-dire que ce ne sera plus une seule personne. Il y a la personne qui sera détentrice de la connaissance, qui va la produire, mais il y a celle qui va se mettre en forme, des ingénieurs pédagogiques, il y a ceux qui vont médiatiser, des personnes de l'audiovisuel, il y a ceux qui vont les diffuser sur les web, des personnes du web. Donc l'enseignant, ça va être une équipe aujourd'hui. En tout cas, il y a cette tendance. Il y a eu une conférence des présidents américains de certaines universités américaines qui ont planché sur cette question-là et ils sont arrivés à cette conclusion que cette notion de dégroupage du métier. Voilà, donc c'est quelque chose de très important. Avec cet accès aux informations sur Internet, et puis même toutes ces images qui arrivent aux yeux de nos enfants, est-ce qu'on doit leur apprendre à décrypter l'information, à décrypter les images ? Est-ce que c'est pour le coup vraiment apprendre, mais autre chose ? Il y a deux volets. D'abord, il faut, dans tous les cas, que les jeunes, on leur donne un cortex de connaissances leur permettant de rendre lisible la multitude des connaissances qui sont sur Internet. Il faut qu'il y ait un fond. Si on part de rien, on ne peut rien trouver. Et puis d'autre part, il faut justement faire de l'éducation aux médias pour essayer de faire comprendre ce qui est sur un écran. Parce que entre le réel et le virtuel, il y a une subtilité parfois. Je vais vous donner un exemple que je prends souvent, mais qui est révélateur. Vous prenez un cygne qui vole dans le ciel bleu. C'est une image qu'on prend aujourd'hui. Vous prenez dans Jurassic Park ou un film plus récent, un ptérodactyle qui vole dans un ciel bleu. Vous montrez à des élèves. Et puis vous allez au Futuroscope, vous avez l'oiseau bleu du futur qui vole dans un ciel bleu, qui est lui une élucubration d'images. Le ptérodactyle serait une reconstitution scientifique. Donc comment faire la part des choses entre le réel et le virtuel ? Et c'est valable pour tout ce que les médias nous montrent, tout ce qu'on peut avoir accès. Donc c'est les enjeux de demain. C'est les enjeux de demain. Alors ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que ces technologies ont un intérêt, c'est qu'elles vont nous permettre de raccrocher plus facilement, par leur capacité, des élèves à besoins particuliers. Des élèves handicapés, des élèves 10 phasiques, 10 lexiques, etc. Et on s'aperçoit que tous ces outils, notamment les tablettes, ont un intérêt sur ces populations d'élèves. Très bien, merci beaucoup messieurs, ça a été vraiment passionnant, très intéressant. Prochaine table ronde avec Didier Bayeux.